Salut les gars, ça bouge? Dans un avenir proche, dans la ville de Moscou, Oleg et Aliona ont un rendez-vous, au cours duquel Oleg explique qu'il est soldat et qu'il est en congé de 2 semaines. Le rendez-vous se passe très bien, et ils finissent par passer la nuit ensemble. Pendant ce temps, à Paris, un avion est sur le point d'atterrir lorsque soudain toutes ses lumières s'éteignent, et tout le monde à bord perd connaissance. Bientôt, cette perte de pouvoir se répand dans le monde entier, ne laissant qu'une petite section de l'Europe de l'Est avec de la lumière. Oleg et Aliona remarquent que les drones qui volent autour de Moscou gèlent en plein air et se précipitent vers le hall de l'hôtel pour voir ce qui se passe. Tout le monde dans le bâtiment se rassemble là pour écouter les nouvelles. Le présentateur explique que ce n'était pas une conséquence de catastrophe naturelle. Et bien qu'au début, ils aient soupçonné que ce soit une attaque terroriste, ils ont découvert qu'ils ont perdu contact avec le reste du monde. Un groupe de soldats dirigé par le maire Dolmotov est envoyé en mission de reconnaissance à Kirov, l'une des nombreuses villes qui sont maintenant dans l'obscurité. La journaliste Olga les accompagne pour enregistrer tous les indices qu'ils pourraient retrouver. Le gouvernement a déjà envoyé des drones dans cette zone, mais aucun n'est revenu. L'équipe erre dans la ville et entre dans un magasin où ils utilisent des lumières spéciales à base de slim pour avoir une meilleure vue. C'est ainsi qu'ils découvrent que tous les citoyens ici sont morts, même les poissons dans l'aquarium. Ils ne peuvent s'empêcher de se demander comment tout le monde est mort, car il n'y a aucun signe d'attaque. C'est comme si cela s'était produit instantanément, de nulle part. Ensuite, ils commencent à enquêter dans différents appartements, où ils trouvent tout en place, comme si rien ne s'était passé. Encore une fois, on dirait que cela s'est produit instantanément, comme si les gens s'étaient évaporés dans les airs. Soudain, l'un des soldats est attaqué par un être mystérieux. Le reste de l'équipe se précipite pour l'aider, mais dès que l'être les voit, il prend l'arme du soldat et s'échappe par la fenêtre. L'équipe ouvre immédiatement le feu, mais l'être ne semble pas affecté par les balles et s'enfuit. Ils emmènent le soldat blessé à leur avion et lui demandent s'il a vu le visage de son agresseur. Mais il faisait sombre et la lutte a rendu impossible de remarquer quoi que ce soit. Un mois plus tard, plus de 100 millions de Russes sont considérés comme morts et le gouvernement essaie de demander à la population restante de rester calme. Cependant, des groupes religieux se rassemblent parce qu'ils pensent que la fin du monde approche. Pendant ce temps, Yura est l'un des nombreux civils qui reçoivent une lettre lui demandant de rejoindre l'armée. Yura vit avec sa mère, qui souffre d'Alzheimer, et cela lui fait de la peine de la laisser derrière, mais il rejoint l'armée de toute façon. Lorsqu'il part pour la base, il remarque l'état actuel du monde, car un mois seulement a suffi pour que les rues aient l'air post-apocalyptique. Yura finit par rejoindre l'équipe d'Oleg, qui est informée de la situation actuelle par Dolmotov et le colonel Marina. Chaque ville dans l'obscurité est considérée comme mise en quarantaine, et le seul pouvoir existant se trouve à Moscou, dans certaines parties de la Biélorussie, de l'Ukraine et de la Finlande. Cette zone est connue sous le nom de Cercle de la Vie. Certaines équipes de Redcon sont revenues avec des corps et ont découvert qu'ils étaient morts à cause de neurotoxines endogènes, qui sont des produits chimiques produits par le corps humain. Les nouvelles équipes doivent trouver des indices pour que les scientifiques comprennent la cause de ces neurotoxines et pénétrer plus profondément dans la zone de quarantaine pour rassembler des ressources. Parce que Moscou est à court de ressources, ils doivent être prudents parce qu'ils ont déjà envoyé de nombreuses équipes et la plupart d'entre elles ne sont pas revenues, même si elles avaient des chars pour les protéger. Alors que tout le monde se prépare, plus de volontaires arrivent et Oleg est surpris de voir Aliona parmi eux. Soudain, une alarme retentit, alertant d'une attaque imminente. Apparemment, il y a un groupe de grands ennemis qui s'approche. Ainsi, les soldats se rassemblent à la frontière entre la base et la zone de quarantaine. À ce moment-là, le courant à la base s'éteint. Donc Dolmotov commence à tirer des fusées éclairantes pour une vue plus claire. Et quand les êtres étranges sont assez proches, les soldats ouvrent le feu. Certains de ces êtres parviennent tout de même à atteindre la base et commencent à attaquer tout le monde en vue, ce qui fait perdre connaissance à Oleg. Le lendemain matin, Oleg se réveille sous le poids d'un ennemi mort. Yura remarque qu'il est toujours en vie et demande de l'aide pour déplacer le corps. Maintenant, Oleg peut voir que l'étrange être était en fait un énorme ours. En fait, il y a des douzaines de corps d'ours de l'autre côté de la frontière, et personne ne comprend pourquoi ils ont agi ainsi. Olga est également là, enregistrant tout pour les nouvelles. Oleg est emmené à l'infirmerie et est surpris d'apprendre qu'Aliona est médecin. Elle prend soin de ses blessures, et, lorsqu'il ressent de la douleur, elle le réconforte avec un baiser. Pendant ce temps, Marina et Dolmotov discutent des capteurs, un groupe de personnes qui auraient acquis des pouvoirs après la panne. Marina explique que ces capteurs ne sont pas comme les autres, et peuvent en fait recevoir des données dans leur esprit, comme les radios reçoivent des signaux. Cependant, ils n'ont pas été capables de déchiffrer les données, ni de comprendre comment cela s'est produit. Le capteur le plus fort est Sacha, qui est gardé dans un hôpital militaire depuis la panne. Il continue d'avoir des cauchemars au sujet d'un mystérieux homme chauve. Aujourd'hui, il est visité par Zenia, qui dit avoir été envoyé par quelqu'un nommé Id. Il explique que la première vague a détruit tous les appareils électroniques. La deuxième vague a entraîné l'autodestruction de tous les organismes biologiques, et la troisième vague fera que toute personne encore en vie dans la zone de quarantaine les attaquera. Ils sont des millions, et leur libre arbitre a disparu. Mais ils ont le temps d'arrêter cela. Sacha ne veut rien avoir à faire avec ça, et appelle la sécurité. Mais les soldats ne peuvent pas voir Zenia, et disent au médecin que Sacha hallucine. Les autres soldats se préparent pour la mission. Yura finit par voyager avec Olga, qui lui pose quelques questions pour la caméra. Yura admet qu'il ne se soucie pas de la situation actuelle,
car cela a donné un sens à sa vie, et c'est mieux que d'être chauffeur de taxi. Lorsqu'ils arrivent dans la zone de quarantaine, ils découvrent les chars détruits au sol et un gouffre coupant les bâtiments, impliquant que la troisième vague a déjà commencé. Les images de cette destruction plongent la population restante dans un état de panique, provoquant des émeutes et une augmentation du taux de criminalité dans la ville. Le gouvernement promet qu'il travaille sur le problème, mais les gens pensent que leurs dirigeants cachent quelque chose. Les soldats sont divisés en groupes pour couvrir plus de terrain. Yura et Olga sont dans le groupe 7, et alors qu'ils traversent les bois, une tension de flirt se développe entre eux. Lorsque Oleg, rétabli, arrive, il rejoint l'équipe 4, qui enquête sur une petite ville. L'un des soldats ouvre un débarras, provoquant la chute de plusieurs barres de métal sur lui et blessant sa jambe. L'équipe décide de se reposer dans une maison jusqu'à ce qu'un médecin arrive. Le lendemain matin, Aliona arrive et annonce que le soldat devra retourner à Moscou avec elle s'il ne veut pas perdre sa jambe. Le groupe 7 a également passé la nuit dans un appartement. Et pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner, Yura remarque quelque chose d'étrange à propos d'un magasin. Il vérifie l'enregistrement d'Olga et confirme que les portes n'étaient pas ouvertes à leur arrivée. Yura et quelques soldats entrent dans le magasin et trouvent des preuves que quelqu'un était là. Alors ils décident d'installer des pièges. Ensuite, ils retournent à l'appartement et attendent que les pièges se déclenchent. Cela ne se produit pas avant la tombée de la nuit. Tout le monde se prépare à partir, mais Yura demande à Olga de rester à l'intérieur et lui apprend à utiliser les fusées éclairantes pour demander de l'aide s'ils ne reviennent pas. Olga désobéit à Yura et suit l'équipe de toute façon pour tout enregistrer à l'intérieur du magasin. Ils trouvent un adolescent blessé par les pièges. Ils l'emmènent dans l'appartement et essaient de l'aider, mais le garçon réagit en volant un couteau et en tuant un soldat. Les autres réagissent immédiatement en l'abattant. Pendant ce temps, Sacha va prendre l'air sur le toit de l'hôpital et est soudain effrayé par Id, l'homme dont Xenia lui avait parlé. Xenia n'était qu'une connexion mentale, mais Id est réellement là et veut que Sacha l'aide à le convaincre qu'il sait ce qui se passe. Il montre son visage et révèle qu'il n'est pas humain. À ce moment-là, Marina arrive avec un groupe de soldats pointant leurs armes sur Id. Mais soudainement, ils tournent tous leurs armes vers Marina. Il explique qu'il a utilisé ses pouvoirs mentaux pour faire voir les soldats comme Id et lui comme Marina, donc elle ne devrait rien essayer. Il jure également qu'il est du côté de Marina et l'avertit que des millions comme lui viennent pour mettre fin à l'humanité. Lorsque Marina demande ce qu'il est, Id dit que les humains le considéreraient comme un dieu. Marina emmène Id à son bureau pour l'interroger. Id explique qu'il était censé commencer un processus d'irradiation lorsque la Lune était au-dessus des océans, mais il a fait en sorte que la Lune couvre cette section de l'Europe, ce qui l'a protégé des radiations. C'est ainsi que le cercle de la vie s'est produit, et tout le monde dans la zone de quarantaine n'est qu'un drone sans esprit qui attaquera bientôt. La race d'Id a besoin de la Terre parce que leur propre étoile est sur le point de mourir, et ils veulent un nouvel endroit avec un soleil pour vivre. Puis il révèle qu'il y a eu une vague zéro il y a des milliers d'années. Cette vague était la race humaine, qui est en réalité une arme biologique envoyée par les extraterrestres pour détruire la population native de la planète Terre. Ce sont les anciens habitants natifs qui ont construit les pyramides et les villes sous-marines, parce qu'ils étaient beaucoup plus développés. Les humains sont l'arme biologique parfaite, car ils sont des destructeurs et des colonisateurs, et ils partagent beaucoup d'ADN avec le peuple d'Id. Sauf qu'ils ont été dépouillés de toute capacité psychique. Les radiations imprévues font que certaines personnes comme Sacha les récupèrent. Une armée de la planète d'Id arrive demain, mais le frère d'Id, Ra, est déjà ici. Id n'est pas d'accord avec ces méthodes et veut le trouver, mais le seul qui connaît l'emplacement est Sacha, grâce à ses rêves. En attendant, toutes les équipes sont soudainement attaquées par des humains contrôlés mentalement. Les soldats ouvrent immédiatement le feu et font de leur mieux pour établir une ligne de défense. Mais l'ennemi arrive en grand nombre et n'a aucun mal à riposter, tuant la plupart des équipes et les faisant manquer de munitions. Lorsque l'appartement dans lequel ils se cachent explose, Yura demande à Olga de tirer la fusée éclairante. Mais la plupart des équipes font la même chose, et il n'y a pas assez de ressources pour les aider tous. Pour l'instant, les quelques membres restants du groupe 7 attendront sur le toit d'un bâtiment pour être hors de portée des attaquants. La conversation de Marina avec Id est interrompue par un message l'informant de l'attaque et Id souligne qu'ils perdent du temps. Tous les deux, avec Xenia et Sacha, volent vers la base et pendant le voyage, Id explique qu'il est immortel tant que personne ne décide de le tuer. Lorsqu'ils arrivent à la base, Id met Sacha en transe et il parvient à dessiner l'emplacement de Ra, qui est un gratte-ciel à Kirov. Id veut mobiliser immédiatement les troupes restantes, mais quand Dolmotov voit l'apparence d'Id, il ne sait pas s'il doit lui faire confiance. À ce moment-là, un soldat annonce que Moscou est également attaqué, et Marina convainc Dolmotov en soulignant qu'Id est leur seul espoir. De retour au groupe 7, ils décident de descendre du bâtiment pour chercher les équipes qui n'ont pas envoyé de fusées éclairantes. Olga est terrifiée d'essayer, alors Yura l'embrasse pour la calmer et la descend doucement. Alors qu'ils marchent dans les rues, ils trouvent quelques civils et les tuent avant même de leur parler. Olga est contrariée par cela car ils avaient l'air bien, mais Yura lui rappelle que le garçon adolescent semblait bien au début aussi. Comme pour prouver son point de vue, une nouvelle vague d'humains contrôlés mentalement les attaque. Tous les autres soldats meurent, mais Yura parvient à repousser les attaquants, se blessant dans le processus. Ils courent se cacher dans un garage où ils prennent soin de la blessure de Yura et trouvent une voiture avec de l'essence et des clés pour s'échapper. À la base, Sacha avoue qu'il a peur d'y aller car il est sûr que Ra l'a vu pendant la vision, et Id lui permet de rester en arrière pour sa sécurité. Lorsque l'équipe de Dolmotov part avec les chars,
Marina remarque que Sacha est absent et fait arrêter tout le monde. À ce moment-là, une série de roquettes attaque la base et la fait exploser. Marina pointe son arme sur Id, furieuse parce qu'il savait évidemment cela, et Id admet que c'est vrai. Cependant, si Sacha avait été avec eux, l'équipe serait morte à la place, et ils n'auraient pas gagné la guerre. Le lendemain matin, Yura et Olga trouvent Oleg et Olion. Leur équipe compte également peu de membres restants, et ils sont à court de munitions. Heureusement, quelques instants plus tard, l'équipe de Dolmotov les trouve et leur demande de rejoindre la mission pour tuer Ra. Olga et Aliona devront les accompagner, car il n'y a pas de base pour les envoyer. Quelques heures plus tard, l'équipe arrive à Kirov. Dolmotov est surpris qu'il ne soit pas attaqué, et il explique que Ra pense qu'il est mort. À la base, les rues sont bloquées par les humains drones, et certains d'entre eux sautent d'en haut avec des bombes. L'armée avance simplement avec les chars, tirant ou écrasant tout ennemi qui tente de les arrêter. Lorsqu'ils atteignent le gratte-ciel, Id emmène Yura et quelques soldats avec lui sur le toit, tandis que tout le monde reste à l'entrée pour la défense. Le combat est absolument vicieux, et ils ne savent pas combien de temps ils pourront tenir, alors Oleg emmène les civils en haut également. Après avoir tué tous les ennemis à l'intérieur, Id et les soldats rencontrent Ra sur le toit. Yura essaie de l'attaquer, mais Ra le repousse simplement et le laisse suspendu au bord. Id attaque Ra ensuite, et leur combat est assez égal. Mais quand Yura remonte et qu'une énorme explosion se fait entendre dans les rues, Ra est distrait, et Id en profite pour l'attaquer directement, en retirant un dispositif de l'intérieur du corps de Ra. Yura intervient immédiatement et met une grenade dans le trou résultant, tuant finalement Ra. Maintenant, Id peut utiliser ses pouvoirs pour libérer tous les humains contrôlés. Il annonce que la prochaine étape est de tuer les extraterrestres arrivant dans le vaisseau spatial, car les humains ont été créés pour tuer après tout. Xenia ne comprend pas pourquoi Id ne les a pas avertis de tout cela avant la panne de courant. Et Aliona et Marina protestent contre la façon dont Id utilise les humains. Quand Id dit qu'il est le dieu que les humains méritent, Xenia l'attaque avec un couteau, mais Id utilise ses pouvoirs pour le faire tuer Marina à la place. Furieux, Oleg essaie également d'attaquer Id, mais Yura vient à sa défense, soulignant qu'Id est le seul espoir qu'ils ont contre l'invasion imminente. Un combat commence entre Yura et Oleg, et quand Olga remarque que Yura bat Oleg, elle attrape une arme et tire sur Yura pour l'arrêter. Xenia essaie de tuer Id à nouveau, mais il l'arrête facilement. Oleg pense à tuer Yura et tire sur Id à la place. Mais les balles ne font rien. Id utilise ses pouvoirs pour faire voir à Oleg tout le monde comme son père, ce qui le fait hésiter. Cependant, grâce à ses capacités de capteur, Xenia peut trouver le vrai Id, et il saute pour l'emmener avec lui. Ils meurent tous les deux dès qu'ils touchent le sol. À ce moment-là, un vaisseau spatial géant atterrit sur un tas de bâtiments. Oleg attrape le dispositif qu'il a pris de Ra et part avec les femmes, après avoir refusé de finir Yura. Après avoir pris quelques armes sur des corps tombés, le trio entre dans le vaisseau spatial, qui ouvre la porte car il attend Ra. À l'intérieur, il y a des centaines d'extraterrestres dormant dans des capsules. Et quand Oleg presse le dispositif, l'oxygène commence à être transporté vers ces capsules. Il semble que Ra était censé les réveiller, et le minuteur sur les capsules confirme qu'ils seront prêts bientôt. Ils essaient de tirer sur eux et confirment que cela les tue, mais ils n'ont pas assez de munitions ou de temps pour tous les tuer. Olga remarque que les tuyaux transportant l'oxygène sont au sol, et en détruire un tue de nombreux extraterrestres. En même temps, le trio commence à détruire tous les tuyaux qu'ils peuvent trouver, arrêtant efficacement l'invasion. Cependant, quand Aliona est sur le point de détruire le dernier tuyau, elle se fige car elle réalise que ces dernières capsules contiennent des enfants. Les enfants commencent à sortir des capsules, et quand Oleg les voit, il laisse tomber son arme au sol, incapable de blesser des créatures innocentes. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. À bientôt.